Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Est-ce que vous avez déjà entendu un papa ou une maman qui se veut Montessori et à qui vous parlez de quelque chose que vous faites et qui dit « Ah non, alors moi ça je ferai jamais, c'est pas Montessori ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que ça veut dire qu'être un parent Montessori. Il y a les puristes, les fanatiques même, et puis il y a les gens qui cherchent à mélanger plusieurs principes, et il y a les gens qui sont fidèles aux grands principes de la pédagogie Montessori, mais qui font des exceptions dans certains domaines. Et le podcast d'aujourd'hui n'a pas pour but d'être très sérieux. Ce que je voudrais surtout, c'est vous faire passer ce message qu'être puriste, ça n'a pas de valeur en soi. Vous n'allez pas recevoir une médaille de la meilleure maman Montessori parce que vous respectez les principes Montessori à la lettre. Et en fait, ces principes ne sont que des lignes directrices. Ils n'ont pas de valeur pour eux-mêmes. Leur valeur, c'est de nous aider à éduquer nos enfants pour le bien de nos enfants. Mais nous pouvons choisir aussi d'y déroger quand parfois l'exception pourrait apporter d'autres choses bénéfiques à notre enfant, à nous-mêmes ou à notre famille en général. Donc ma leçon d'aujourd'hui, et je la rappellerai à la fin de cet épisode, c'est avant tout qu'être puriste ne mérite pas de médaille. Et qu'on peut choisir de faire des aménagements si c'est pour le bien de notre famille. Donc je vais partager avec vous 4 éléments, 4 aspects de la pédagogie Montessori sur lesquels je fais une exception. Et pourquoi je fais ces exceptions ? Premièrement, nos bébés, chacun de nos enfants, lorsqu'il était bébé, a connu une balancelle et un transat. Alors, peut-être que vous n'imaginez pas que ça puisse être en opposition avec les principes Montessori, mais il se trouve que chez les bébés, la pédagogie Montessori préconise avant tout la motricité libre, de laisser l'enfant, tant qu'il est tout petit, allongé sur le dos, sur un tapis sur le sol, confortable évidemment, et le laisser apprendre à se retourner sur le ventre, à ramper en arrière, puis à ramper en avant, à se mettre à 4 pattes, etc., etc. L'objectif étant de favoriser le bon développement de la motricité d'un enfant. Et dans motricité libre, eh bien vous avez libre. Donc évidemment, ça vient en opposition avec l'idée d'attacher un enfant, et en particulier de l'attacher dans une position qu'il n'est pas encore capable de prendre de lui-même. Donc par exemple, l'attacher assis sur le dos, assis allongé comme on peut l'être dans un transat, ça n'est pas une position, une approche de motricité libre, et donc ça n'est pas une approche Montessori. Et pourtant, alors on compte pas les sièges auto, évidemment, il faut bien que les enfants, qu'on puisse les transporter dans une voiture, ne serait-ce que pour leurs rendez-vous médicaux. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de la motricité libre, évidemment. Mais chacun de nos enfants a pu connaître le transat et même la balancelle. La balancelle, chez nous, c'est une espèce de balançoire, si vous voulez, électrique. L'enfant est assis, allongé, un petit peu comme dans un cosy. Il est donc attaché. Et la balancelle électrique le balance, éventuellement avec des petits bruits d'oiseaux ou des musiques. Alors, en ce qui nous concerne, nous n'utilisions pas les bruitages parce qu'ils étaient plutôt stressants qu'autre chose. Mais nous avons utilisé donc à la fois le transat et la balancelle, dans 2 contextes différents. Le transat m'a permis, par exemple, de pouvoir aller à tous mes rendez-vous médicaux après mes accouchements, de faire ma rééducation périnéale, etc. dans de bonnes conditions. Alors vous me direz, j'aurais pu laisser mon enfant par terre.
sur un nid d'ange, par exemple, ou sur un petit tapis. Ça m'est arrivé de le faire aussi, mais pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confort et de praticité, parce que je n'étais pas tellement sûre non plus de l'état des sols dans les différents services médicaux où j'ai pu aller, que ce soit chez une sage-femme, que ce soit chez un kiné pour de la rééducation, etc. Eh bien, le transat, c'est quand même une excellente solution. Donc, oui, effectivement, ça réduit la motricité de votre enfant, mais ça vous permet d'aller chez le médecin et de recevoir les soins dont vous avez besoin. Le calcul a été assez rapide à faire. Et en ce qui concerne la balancelle, eh bien, j'ai passé de longs moments, à certains moments de notre vie, seule. C'est-à-dire que mon mari était parti en mer. À l'époque, il était marin. Et lorsqu'il faut, puis même lorsqu'il était là régulièrement, il n'était pas forcément là au moment où il fallait préparer le repas ou à d'autres moments. Et j'avais besoin de pouvoir, à certains moments, déposer mon bébé quelque part, sans avoir nécessairement à le porter, parce que je faisais beaucoup de portage, mais lorsque vous avez beaucoup de choses à ramasser par terre pour faire du rangement, lorsque vous avez besoin de vous activer un peu pour le ménage, lorsque vous avez besoin de faire de la cuisine près d'une poêle qui peut éclabousser avec, par exemple, de l'huile chaude, eh bien, vous n'avez pas envie, ou ce serait même dangereux, de porter votre enfant en écharpe ou en porte-bébé. Donc, j'avais besoin de pouvoir déposer mon bébé en sécurité, à un endroit où il ne pourrait rien lui arriver, et en plus, si mon bébé était réveillé, dans des conditions où il serait suffisamment distrait, suffisamment bien pour me laisser le temps de faire ce que j'avais à faire, à savoir le ménage, la cuisine, etc. Alors comment est-ce que je combine ça avec mes principes Montessori ? Eh bien, tout simplement parce que il y a un intérêt à l'utilisation de cette balancelle et de ce transat. Je suis consciente de leurs inconvénients, c'est-à-dire du fait qu'ils ne permettent pas à un bébé d'apprendre à se déplacer librement. Et jamais je ne les ai utilisés très longtemps et très souvent. En étant consciente de leurs inconvénients, eh bien, je les ai utilisés de façon ponctuelle ou pour de courtes périodes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête, c'est que ça n'est pas parce que quelque chose ne correspond pas aux critères Montessori que ça ne peut pas vous aider, vous faire du bien. Et si ça présente des inconvénients, il s'agit simplement de les réduire en y ayant recours le moins souvent possible. Un autre aspect anti-Montessori de notre éducation, vous savez que Maria Montessori était très opposée à l'idée de raconter des histoires farfelues aux enfants de moins de 6 ans, qui ont du mal à faire la part des choses entre la réalité et l'imaginaire. Elle-même était très férue de contes de fées, mais elle refusait d'en raconter à de très jeunes enfants. En ce qui nous concerne à la maison, nos enfants ont lu des babards, ils ont même été abonnés au magazine Babar dès l'âge de 3 ans. Et ils ont regardé des films Disney à partir de l'âge de 3 ans pour différentes raisons. Déjà, en ce qui concerne Babar, parce que ça présentait le gros avantage d'être des livres en cursive, ce qui est très très rare à trouver. Et donc dans l'apprentissage de la lecture, c'était une étape qui était pratique pour nous, parce que dans la pédagogie Montessori, on démarre l'apprentissage de la lecture par l'écriture cursive. Et vous allez voir, si jamais vous faites des recherches dans les librairies, qu'il n'est pas si simple de trouver des livres en cursive. La deuxième chose, c'est que c'est un univers que je trouve magnifique, avec d'excellentes valeurs morales, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide, le courage, il y a beaucoup de belles choses dans l'univers de Babar. Et en ce qui concerne Babar et les films Disney, eh bien, ce sont des choses avec lesquelles moi-même j'ai grandi et que j'avais envie de partager avec mes enfants. Alors comment, là encore, est-ce que je concilie ça avec mes idéaux montessoriens ? Eh bien, tout simplement, là encore, en étant consciente du risque, si on veut, à savoir que il était possible que mes enfants s'imaginent que l'univers de Babar, l'univers des contes de fées, l'univers de Disney était réel.
Et donc, très régulièrement, pendant nos lectures ou après avoir regardé un dessin animé, eh bien, je venais vérifier euh, ou je venais confirmer chez mes enfants que tout ce qu'on venait de voir était imaginaire. En leur disant des choses comme oh là là, c'était une belle histoire, hein. Bon, maintenant tu sais qu'un éléphant qui est habillé en costume, ça peut pas exister, hein. Puis tu sais que les éléphants, ça ne parle pas vraiment, hein. C'est juste pour raconter une belle histoire. Et puis tu sais que, mettons que ce soit qu'on a regardé Dumbo, tu sais qu'un éléphant, ça ne peut pas voler, hein, même avec une plume magique. Puis tu sais que la magie, ça n'existe pas, etc., etc. Voilà, je faisais tout simplement comme ça pour éviter que mes enfants ne basculent trop dans l'imaginaire. Et puis là encore, ce n'est pas parce qu'ils s'étaient abonnés à Babar, qu'on racontait parfois des babars, ou qu'ils regardaient parfois des films de Disney, qu'ils y étaient confrontés tous les jours, que c'était l'essentiel de leur univers. Ça n'était qu'une toute petite partie de leur univers. On lisait aussi beaucoup d'autres livres, on allait à la bibliothèque, on lisait des livres beaucoup plus réalistes aussi. Je dis on lisait parce que maintenant tous nos enfants ont plus de 6 ans, donc j'ai envie de dire on n'est plus vraiment concernés par ce problème. Troisième aspect sur lequel je ne respecte pas les principes montessoriens, c'est que nos enfants sont parfois confrontés à des images, à des contenus qui ne sont pas très beaux, pas très esthétiques, voire même violents. Alors quand je dis ça, attention, je parle d'enfants plus grands pour le coup. Mais nos enfants, donc qui sont pour certains encore assez jeunes, hein, même notre fille de 6 ans pour le coup, joue à des jeux comme Zombicide, qui est donc un jeu sur les zombies, avec des figurines de zombies qui sont pas très très ragoûtantes, ou à des jeux vidéo, enfin un jeu vidéo qui s'appelle Counter-Strike, que les gens de ma génération sans doute connaissent plus que les gens plus jeunes, qui est un jeu déjà ancien et qui est un jeu d'affrontement. C'est ce qu'on appelle un one-person shooter. Donc c'est un jeu où... enfin, ça ne doit pas être un one-person shooter, ça doit être un multi-person shooter, où on se tire dessus, en gros. Vous allez me dire, c'est pas vraiment respectueux de l'éducation à la paix de Maria Montessori, de l'esthétique Montessori qui veut plutôt un bel univers, des choses très douces. Là aussi, on est un petit peu loin même de l'univers de Babar, hein, clairement. Mais tout simplement, c'est venu petit à petit de notre histoire familiale, de notre culture familiale. Il se trouve que mon mari et moi, nous aimons énormément les jeux de société et que nous nous sommes mis à jouer à Zombicide assez tôt dans notre mariage et que mon mari aime particulièrement peindre des figurines, y compris des figurines de Zombicide. Et donc, nos enfants voient depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont bébés, voient mon mari peindre des figurines. Parfois des figurines historiques, mais aussi donc parfois des figurines de Zombicide ou de Warhammer. Certaines de ces figurines ne sont franchement pas très ragoûtantes, comme je le disais, des figurines de zombies. Mais nos enfants s'y sont habitués et voient ça simplement comme, pour le coup, quelque chose d'imaginaire. Ça ne leur a jamais fait faire de cauchemars, c'est quelque chose qui est très habituel pour eux dans notre environnement familial. Donc naturellement, ils se sont mis à jouer à Zombicide avec nous, en grandissant. Et ça ne leur pose pas de problème particulier. Au contraire, ils adorent pouvoir lancer 10 dés à la fois pour faire une attaque de tronçonneuse sur des zombies. Ça ne les traumatise pas le moins du monde. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on irait regarder The Walking Dead avec eux, hein, ou des séries ou des films de zombies, qui seraient, à mon avis, quand même beaucoup plus violents à regarder. Et puis en ce qui concerne Counter-Strike, eh bien, c'est tout simplement que c'est l'un des très rares jeux vidéo auquel mon mari jouait plus jeune. Et un jour, voilà, il s'est remis à y jouer adulte. Les enfants l'ont vu faire. Et puis, plutôt que de jouer tout seul dans son coin, en ayant vu que ça ne les traumatisait pas, eh ben, il s'est mis à jouer avec les enfants. Alors, ils y jouent peu. Ils y jouent par créneau d'une demi-heure, maximum 2 fois dans la semaine. Et on a imposé des règles très strictes. Mais c'est sympathique parce que on y joue en réseau et avec les enfants. Donc ça reste quelque chose de familial. Bien évidemment, si on avait des enfants, je dirais, un peu plus sensibles au niveau des images, si on avait des enfants qui faisaient des cauchemars,
il est évident que jamais on aurait lancé ce genre de jeu avec eux. Et que même s'ils avaient fait ce genre de cauchemar après une première partie, jamais on aurait recommencé. Donc ça, c'est très personnel aussi. Ça vient du fait que nos enfants, apparemment, d'après notre observation, sont capables de prendre du recul et d'avoir une certaine distanciation par rapport au contenu qu'ils voient. Je sais que c'est mon cas aussi. J'aime bien les films d'horreur. Et ça ne me pose aucun problème de voir un zombie perdre ses intestins dans un film à la télé. C'est propre à chaque personne, même chez les adultes. Vous avez des adultes qui sont plus sensibles, qui n'aiment pas voir certains films parce qu'ils se projettent trop dedans, en fait. De mon côté, j'ai cette distanciation, mon mari aussi. C'est évident qu'avec des enfants plus sensibles, on agirait totalement différemment. Et puis, dernier point sur lequel on s'éloigne un petit peu des principes Montessori, c'est que nous avons choisi pour notre aîné un cours par correspondance. Et un cours par correspondance plutôt, disons, traditionnel, à l'ancienne. Il est actuellement en 4e, il est adolescent, et la pédagogie Montessori pour les adolescents ne prévoit pas du tout ce genre de choses. Au contraire, elle prévoit un enseignement très pratique, d'apprendre par exemple aux enfants à s'occuper d'une ferme, à s'occuper d'un commerce, à faire de l'artisanat, avec l'essentiel des apprentissages académiques qui sont censés avoir été faits avant 12 ans. En ce qui nous concerne, nous avons fait ce choix d'un cours par correspondance pour différentes raisons. La première, c'est que notre enfant est en instruction en famille et qu'il y a des règles à respecter. Et je pense que si on disait à l'inspection que notre enfant cultive son potager et fabrique des assiettes en argile, en céramique, on ne durerait pas longtemps en IEF. Ça nous serait probablement refusé pour l'année suivante. Donc malheureusement, la société d'aujourd'hui ne permet pas cela en IEF. Ensuite, il se trouve que notre fils, pour l'instant, est très attiré par la technique. Et, encore une fois, pour l'instant, son rêve serait d'être ingénieur. Ça nous a beaucoup surpris, mon mari et moi, parce que nous savons... Alors moi, j'ai fait une classe prépa aux écoles d'ingénieurs, même si je suis rentrée à Normal Sup, qui n'est pas une école d'ingénieurs. Mon mari a fait l'école navale, qui est une école d'ingénieurs. Donc, on sait quand même très, très bien ce que c'est. Et jamais on a encouragé nos enfants à nous suivre dans cette voie, parce qu'on considère qu'il y a plein d'autres voies tout aussi valables et peut-être plus intéressantes même. Mais c'est, pour l'instant, le rêve de notre fils aîné. Et, eh bien, pour devenir ingénieur, le parcours, il est simple, c'est classe prépa et école d'ingénieur. Donc, il fallait qu'il ait un excellent niveau, et disons un parcours assez classique au niveau académique pour pouvoir réussir dans cette voie-là. Donc, nous lui avons choisi un cours par correspondance exigeant, à savoir les cours Atmer, qui depuis ont fusionné avec les cours Legendre pour devenir EIB à distance. Et donc, c'est ce que nous avons choisi pour lui, assez éloigné de ce que prévoit Maria Montessori pour les adolescents. Maintenant, il a quand même toutes les bases Montessori qu'il a eues jusqu'à la fin de son primaire. Donc, il est bien armé, je dirais, pour s'attaquer à un parcours comme celui-ci. Mais voilà, là encore, c'est le bien de notre enfant qui a primé, plutôt que des grands principes. Voilà, donc c'était un podcast assez léger aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire une confession. Rassurez-vous, je ne vois pas ça comme un aveu, quelque chose de dramatique de ma part. Simplement, je voulais partager avec vous ces 4 aspects sur lesquels, non, nous ne respectons pas les principes Montessori. Et pourquoi nous l'assumons complètement? Parce qu'à chaque fois, nous y voyons un intérêt ou un avantage pour nous ou pour nos enfants. Alors maintenant, moi, ce que je serais très curieuse de savoir, c'est là où vous dérogez au principe Montessori et pourquoi. Alors n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Montessori7, pour partager ça avec nous sur la publication de ce podcast. Je serai extrêmement intéressée de vous lire. Et en tout cas, sachez que chez les Montessori 7, nous sommes une communauté ouverte, accueillante, et que pour moi, le purisme n'a pas d'intérêt. Alors j'y reviendrai sans doute un jour sur ce qu'est le purisme Montessori.
Et dans quel cas, dans quel contexte il peut être intéressant de rester puriste et dans quel cas ça devient complètement délétère. Donc rejoignez-nous sur Instagram, partagez avec nous là où vous aussi vous dérogez aux règles montessoriennes et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. En attendant, je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.